Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Isère Mag, ici au sein du cloître du musée dauphinois qui nous fait la gentillesse de nous accueillir. Alors André Malraux disait « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Et à l'heure où les inégalités se creusent et que la société s'individualise, le département mise tout sur la culture avec un seul leitmotiv. La culture partout et pour tous. Alors bien sûr, tous les secteurs, le sport, l'éducation, les sciences et aussi tous les publics, les enfants, les personnes âgées, les adultes, les personnes handicapées seront concernés. Toutes les formes également seront concernées. La musique, la danse, le théâtre seront mis sur le devant de la scène. Et qui de mieux placé pour en parler que le vice-président chargé de ce secteur. Patrick Curteau sera notre invité dans quelques instants, mais avant de le rejoindre, on jette un œil sur le sommaire. C'est un laboratoire à ciel ouvert, nivomètre, thermomètre et girouette. Depuis 1961, la station du Col de Porte permet aux scientifiques d'étudier l'enneigement en moyenne montagne et donc l'évolution du réchauffement climatique. Cette entreprise, elle ne marche pas, elle court. Bien dans ses baskets, ses bottines ou ses escarpins, elle inonde le marché de ses produits innovants. Portrait de la société de Clermont, numéro 1 français de la semelle et des produits chaussants. Qu'ils soient rouge, blanc ou rosé, fruités, tanniques ou sucrés, ils sont indissociables de la gastronomie locale. Depuis quelques années, les vins isérois retrouvent leurs lettres de noblesse grâce à de jeunes vignerons qui remettent au goût du jour des cépages endémiques qui ont fait leur succès il y a 150 ans. Elle sera sous les feux des projecteurs au cours des 12 prochains mois. Musique, architecture, photographie, spectacle vivant, théâtre. En 2020, la culture sous toutes ses formes sera célébrée aux quatre coins de notre territoire. La culture partout et pour tous, c'est d'ailleurs votre slogan. Patrick Curteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président du département en charge de la culture et du patrimoine. Expliquez-nous en quoi est-ce que c'est si important la culture aujourd'hui ? La culture aujourd'hui, il y a deux piliers pour la formation d'un individu. Il y a l'éducation d'un côté et la culture de l'autre. Et s'il en manque un, on boite. Et la culture, c'est quelque chose de fondamental parce que ça permet d'une part de créer du lien social, de faire en sorte que les habitants se retrouvent entre eux, que les Isérois se retrouvent entre eux. La culture, c'est aussi une manière donc un peu de rêver, de voir un peu ailleurs ce qui peut se passer. Et puis la culture, c'est une richesse parce qu'en fait, quand on avance dans la vie, plus on développe une appétence pour la culture, mieux c'est pour tout le monde. Alors depuis 2015 et l'élection de Jean-Pierre Barbier, le département a beaucoup œuvré, on peut le dire, pour apporter l'art et la création sur toutes les scènes du territoire, de la plus rurale à la plus urbaine, comme ici à Grenoble. Et même quand vous faites déjà beaucoup, vous allez encore plus loin, vous souhaitez aller encore plus loin. Écoutez, en 2015, quand nous avons été élus, le budget de la culture était de 19 millions d'euros. En 4 ans, donc 16, 17, 18, 19, nous l'avons porté à 38 millions d'euros, c'est-à-dire nous avons multiplié le budget de la culture par 2. Pour permettre justement de développer des activités culturelles, que ce soit en matière de diffusion, que ce soit en matière de création artistique, dans l'ensemble des territoires de l'Isère et non pas uniquement dans les secteurs urbains qui ont la chance, eux, les habitants de ces secteurs urbains, qui ont la chance de pouvoir accéder à un concert, à une pièce de théâtre, à des expositions et qui ont des possibilités aussi en matière de cinéma que les habitants des territoires ruraux les plus éloignés ont des difficultés quelquefois à pouvoir accéder. C'est vrai que c'est souvent la critique qu'on fait de manière globale, c'est-à-dire que les territoires ruraux sont toujours trop éloignés de ce qui se fait en matière de culture. Alors, c'est plus le cas en Isère aujourd'hui. Le doublement du budget en est une illustration, mais on a aussi permis, le département d'Isère est divisé en 13 territoires. Et on a aussi permis à chacun de ces 13 territoires d'avoir au moins une fois pendant notre mandat, certains l'ont eu à 2 occasions, des artistes en résidence, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit du conte, du clown, etc. Et ça, c'est important. Alors, il y a les artistes en résidence qui restent 3 ans, en général, avec naturellement des aides financières substantielles de la part de notre collectivité, mais on a également des lieux de diffusion qu'on soutient, et y compris dans ces territoires les plus éloignés. Moi, je pense par exemple à des secteurs comme la plaine de la Bièvre, la Matésine, le Trièvre, où on a des lieux de diffusion, et ces lieux de diffusion, il faut de temps en temps leur permettre de diffuser, justement. Vous faites d'ailleurs, semble-t-il, figure d'exception un peu en France, Écoutez, moi j'ai tendance à dire, trouvez-moi un département en France qui a multiplié par 4 son budget de la culture entre 2015 et 2019. J'ai jamais eu de réponse positive, donc ça veut dire que jusqu'à présent, on doit être les seuls et nous comptons bien le rester dans les années qui viennent. L'une de ces exceptions, c'est aussi le fait d'avoir un réseau de 11 musées, bientôt 11 musées départementaux.
Voilà, donc le département de l'Isère a 10 musées actuellement. Il y en a un 11e, naturellement. C'est la maison Champollion qui avait été acquise par le département en 2001. Et cette maison Champollion, nous avons décidé de la transformer, donc suite à une visite du président Barbier à la fin de l'année 2016, transformée en musée Champollion. Donc ce sera le 11e musée qui devrait être inauguré donc, d'ici la fin de l'année 2020. Ça sera un peu le point d'orgue donc, sur toute cette année de la culture, au cours de laquelle nous allons avoir un certain nombre d'activités diverses et variées donc dans tous les champs du domaine culturel. Parlez-nous un petit peu plus précisément de ce musée Champollion. Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Le musée Champollion, donc c'était déjà la maison familiale donc des Champollion et un certain nombre de collections donc qui étaient un peu, qui étaient emballées, qui étaient sous couverture, qui étaient dans des cartons, etc. Donc là, il va y avoir une muséographie qui va être créée. Donc c'est en cours. D'ailleurs, la réflexion est déjà bien avancée. La conservatrice du musée, elle a été nommée maintenant il y a un peu plus de 2 ans, donc Caroline Dugan, et elle travaille à la scénographie, à la muséographie. Et donc là, on aura vraiment l'histoire de Champollion, des frères Champollion, dans ce musée situé à Vif. Alors la lecture semble être aussi pour vous un point essentiel. Vous avez d'ailleurs adopté un plan lecture jusqu'en 2026 et vous attachez une importance toute particulière aux bibliothèques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors deux choses. À la fin de l'année 2019, nous avons voté deux plans, ou un plan et un schéma. Un qui concerne les enseignements artistiques sur 2020-2026 et un, comme vous le disiez à l'instant, concernant un nouveau plan de lecture publique, donc sur la même période, qui va permettre de développer davantage justement toutes les possibilités de lecture en direction des bibliothèques dans les communes de moins de 10 000 habitants et de moins de 1000 habitants et de plus de 1000 habitants, et également donc de développer tout ce qui se fait autour des médiathèques, donc tête de réseau, dans l'ensemble du département. Et là, donc, on s'est rendu compte d'une chose, et c'est pas spécifique au département de l'Isère. Le département de l'Isère compte à peu près 7% de personnes qui sont touchés par l'illettrisme. C'est le même pourcentage qu'au niveau national. C'est pas admissible. Dans un pays comme la France en 2020, on ne peut pas admettre que 7% de la population soit touchée par l'illettrisme. Donc nous allons mettre le paquet dans ce domaine, en faire en sorte que petit à petit, on ne l'éradiquera peut-être pas complètement, mais l'idée, c'est de faire en sorte que le taux d'illettrisme dans notre pays baisse régulièrement, et notamment dans le département d'Isère. C'est la raison pour laquelle nous mettons des moyens supplémentaires, et nous avons mis en place ce plan lecture qui va toucher également le développement du numérique. De beaux projets en perspective, donc. 2020 sera également la 4e et dernière saison de votre grand projet baptisé Paysage. Je suppose que pour vous, c'est une grande fierté aussi ? Oui, parce qu'au départ, quand on a lancé Paysage, la première saison, on ne savait pas bien où on allait. Honnêtement, on s'est dit, bon, on va lancer ça, un objectif culturel, des actions culturelles qui ont touché tous les territoires du département au bout donc, de cette 4e saison. Mais on s'aperçoit que ça a été un immense succès populaire dès la première édition, et la première édition a été bâtie un peu à la va-vite, parce qu'on s'est dit, allez, il faut qu'on le fasse avant telle date. Donc les équipes ont travaillé comme des malades, comme on dit, et ils ont mis en place ce projet culturel qui a fonctionné. La 2e édition a été un succès, la 3e édition a été un succès, et nous ne doutons pas que la 4e, qui va commencer à la fin du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre, la clôture, ce sera les Journées européennes du patrimoine, avec l'ouverture, non pas l'inauguration peut-être si, mais non pas l'ouverture au public, puisqu'il va falloir faire des ménagements, mais du bâtiment des archives départementales à Saint-Martin-d'Hères. Quels seront les autres points d'orgue de cette année culturelle 2020 ? Alors, il y a beaucoup d'événements, notamment, on a la chance d'avoir en Isère 2 grands festivals. Un au début de l'été, pratiquement, c'est Jazz à Vienne, dont on fêtera cette année la 40e édition. Il a commencé en 1981, donc ça nous ramène quelques décennies en arrière. Et donc, à la fin de l'été, on aura le festival Berlioz sur les musiques méditerranéennes. Donc, la programmation est calée. Bruno Messina a calé la programmation. Elle sera présentée dans quelques semaines. Et là, ce sera vraiment certains des points d'orgue. On aura naturellement l'inauguration du bâtiment des archives départementales. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, à la fin de l'année, l'ouverture du musée Champollion. Entre autres choses, naturellement. Eh ben, merci beaucoup, Patrick Curteau, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que cette année de la culture remportera le succès qu'elle mérite auprès des Isérois. En tout cas, le programme est dense et j'invite tout le monde à voir le programme sur le site isère.fr.
Le patrimoine est un pan essentiel de la culture d'un territoire et ce projet, on peut le dire, roule comme sur des rails. Dernière ligne droite pour le petit train de la Mure. Son arrivée en gare est officiellement prévue en juillet, alors les équipes s'activent sur le chantier. Réfection des ouvrages d'art et des 15 km de voies ferrées, sans oublier la rénovation des locomotives et des voitures. Un projet qui flirte avec les 27 millions d'euros, mais rien n'est trop beau pour les 120 000 visiteurs attendus chaque année. Elle se dresse fièrement à 1300 mètres d'altitude. La station du Col de Porte est un véritable laboratoire climatique à ciel ouvert. Mesure des précipitations, analyse des rayonnements solaires. C'est ici que les scientifiques étudient le manteau neigeux depuis plus de 60 ans. Des données précieuses qui permettent aussi d'évaluer les conséquences du réchauffement climatique sur les stations de moyenne montagne. Les explications avec Charlotte Faulkner. Perché à 1325 mètres d'altitude, le centre d'études de la neige du Col de Porte est le plus ancien observatoire de météo alpin de moyenne montagne. Ici, la neige est étudiée sous tous ses angles depuis 1960 et ce n'est pas par hasard que le site a été choisi pour implanter la station météo. Une des particularités du Col de Porte, si on pense particularité climatique, c'est que c'est un lieu comme l'ensemble de la Chartreuse et on va dire surtout la façade ouest de la Chartreuse qui est très arrosée. C'est-à-dire qu'ici, de manière annuelle, sur le site du Col de Porte, on reçoit en gros 2 mètres de précipitation, pluie et neige confondues. Donc 2 mètres de précipitation, alors qu'à Saint-Martin-d'Air, on va recevoir simplement 80 cm de précipitation annuelle. 30 personnes travaillent sur le centre d'études et des relevés sont faits de manière régulière afin d'étudier et d'analyser le manteau neigeux. C'est des données qu'on stocke dans un but, on va dire plutôt recherche. C'est-à-dire si on a besoin de comprendre les lois de tassement dans une couche de neige humide, on va revenir sur ces données-là pour ensuite les utiliser. Donc les données qu'on stocke, on les stocke vraiment dans un but application recherche. Sur les 5000 mètres carrés du site, de nombreux instruments sont répartis afin de collecter le plus d'informations possible et ce, sur une longue durée. Donc sur ce site, on fait des mesures à la fois qui concernent la neige et des mesures météo au-dessus du manteau neigeux, maintenant depuis quasiment 60 ans. Les premières mesures ont été réalisées l'hiver 1960-1961. Donc ça donne la profondeur un petit peu de notre série de mesures. Cela fait maintenant 60 ans que le Centre d'études de la neige récolte des données et les premières observations indiquent qu'en 30 ans, au Col de Porte, la température aurait augmenté de 0,9 degrés et que le manteau neigeux aurait lui diminué de 40 cm. Après la santé de l'environnement, parlons de la santé des hommes avec cet atlas du cancer commandé par le département. Chaque année, près de 7000 nouveaux cas sont diagnostiqués en Isère et 2700 décès sont liés à cette maladie. Où, qui, quel type de cancer en particulier? Durant plusieurs mois, l'association Le Registre du cancer a réalisé une grande étude. L'objectif, recenser les populations les plus à risque et les zones géographiques où le cancer est plus fréquent. Grâce à toutes les données collectées, le département pourra mettre en place des mesures d'information, de dépistage et de prévention en fonction de chaque territoire. Pour eux, la semelle, c'est le pied. Bottes, escarpins, bottines, baskets, chaussures d'hiver ou même d'été et même chaussures de sécurité, rien n'est impossible pour De Clermont. Implantée à Monastier de Clermont, la société caracole en tête sur le marché français des semelles et des produits chaussants. De la semelle classique en cuir à la très confort avec des microcapsules chargées de parfums. De Clermont propose plus de 300 références, portrait d'une entreprise qui marche avec Léna Padreddine. Pour être bien dans ses baskets et droit dans ses bottes, rien de tel qu'une bonne paire de semelles. Spécialisée dans le confort du pied, l'entreprise De Clermont est fabricante d'articles chaussants, semelles de confort, lacets, chausse-pieds, accessoires et produits d'entretien. 10 millions de produits par an se déplacent de leurs locaux vers des enseignes sportives et de la grande distribution. Ici, on est dans le berceau de la semelle qui est centenaire. Donc une entreprise dans laquelle j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, qui elle-même un jour a décidé de vendre cette entreprise et qui a été fermée pour délocalisation. Et je n'ai pas voulu laisser partir notre savoir-faire. Et j'ai créé avec 2 autres personnes la société de Clermont en 91. C'est la fille d'Oreste, Vanessa, qui va prochainement prendre le pied sur la présidence de l'entreprise.
Écoutez, pour la petite histoire, c'est un petit peu comme Obélix. Je suis tombée dedans en étant petite. J'ai été piquée par le métier et je trouve que défendre notre savoir-faire français, c'est quelque chose de beau qui tient à cœur. Et c'est un métier que j'aime, une société que j'aime. Et ça me tient à cœur de faire perdurer ce savoir-faire et cette petite industrie à notre niveau local ici. Thermoformage, sérigraphie, découpe automatique, couture, cuir, cette fabrication française doit la plus grosse partie de son chiffre d'affaires au territoire métropolitain, même si elle s'exporte parfois à l'international. Depuis plusieurs années, on est leader en France dans le marché de la grande distribution avec environ 47-48% des parts du marché. Mais pour poursuivre sur cette voie, il faut garder l'œil ouvert sur les derniers désirs des consommateurs. Se sert aussi énormément des tendances mode de consommation, notamment l'explosion du marché des sneakers nous a aussi permis de développer des produits d'entretien adaptés à ce marché-là. Donc c'est vrai qu'on est vraiment à l'écoute du marché de la chaussure au sens large et de nos consommateurs en particulier. Pas à pas, les objectifs sont de capitaliser sur leur label PME+, qui récompense sur les bonnes pratiques de responsabilité sociétale et environnementale. Maintenant que nous avons trouvé semelle à nos pieds, eh bien on enfile nos chaussures de rando pour une petite balade dans le vignoble isérois. Étreires, Verdès, Cervanin ou Honchette, ces noms ne vous évoquent rien et pourtant ils ont fait la réputation des vins isérois il y a 150 ans. Des cépages endémiques qui séduisent de plus en plus de vignerons. Qu'ils soient blancs, rouges ou rosés, tanniques, moelleux ou acides, certains de ces vins trônent sur les tables étoilées en France, à New York ou au Japon. Lilian Veillé est allé à la rencontre de ceux qui rendent leurs lettres de noblesse à ces nectars oubliés. Redonner vie à de vieux cépages disparus depuis près de 2 siècles, c'est l'ambition de Sébastien Bénard, vigneron à la Buisse. Sur le Voironnais, il n'y avait presque plus de vignes, donc l'enjeu c'était de replanter. Et après, quitte à replanter, l'idée c'était vraiment de repartir sur des cépages qui contribuaient à la définition ou la redéfinition de l'identité viticole iséroise. Et pour cela, on regreffe de vieilles vignes sur de jeunes plants. Mais pour mener ce projet, Sébastien n'est pas seul. Une quinzaine de vignerons font aujourd'hui partie du syndicat des viticulteurs de l'Isère. Créé en 2009, il a permis la mise en place d'une indication géographique protégée pour encourager la création de nouvelles installations et la prolifération des vieux cépages. C'est la chance que l'on a ici au niveau de l'Isère, c'est d'avoir un recensement à peu près d'une trentaine de vieux cépages. Nous allons retrouver dans ce cahier des charges des cépages comme l'étreire de la Duy, la Verdès, la Honchette, le Persan. Chaque vigneron isérois essaye de parrainer un cépage. Parmi ses 4 hectares de vignes, Sébastien a lui planté une partie en Cervanin, une vigne centenaire. Le fait d'avoir des vieilles vignes, bien sûr, ça se traduit par des bois qui sont très, très anciens, très, très gros. Hein. On a un tronc qui est massif, des bras massifs aussi. Et c'est pour moi un véritable trésor parce que c'est à partir de ces vignes-là qu'on peut reconstituer le vignoble. Et ce vignoble lui permet de produire environ 10 000 bouteilles par an. Un vin gourmand, un vin croquant, friand, et des jolis fruits, notes de cerise, framboise, un peu de cassis. Les arômes que l'on peut retrouver classiques dans un gamay. Le vignoble isérois s'étend aujourd'hui sur plus de 60 hectares et produit 1700 hectolitres de vin. Mais le syndicat ne compte pas s'arrêter là et espère dépasser les 100 hectares d'ici 5 ans. Des vins certes très bons, mais à consommer avec modération, bien sûr. C'est sur cette note gustative légèrement alcoolisée que se termine ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et merci aussi au musée dauphinois de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à aller jeter un œil au magazine papier édité par le département ou sur le site internet www.isère.fr. Bye bye.